J'ai parlé avec plusieurs diplomates de haut rang ici en Iran au sujet de la situation entre l'Iran et les États-Unis. Ils sont vraiment déconcertés par l'administration Trump. Ils ne savent pas ce qui se passe, ni quels sont les objectifs de cette administration. Et cela crée un énorme problème pour la diplomatie. Vous savez, d'un côté, ils sont intéressés par des négociations, une forme de dialogue avec l'Occident dans son ensemble. Je ne parle pas seulement des États-Unis, mais ils ne considèrent pas l'administration Trump comme capable de mener des négociations ou d'être fiable dans la manière dont elle aborde les questions. Ils ne croient tout simplement plus en l'administration Trump. Et c'est pour cela qu'ils ne voient aucun intérêt à négocier, tu sais, avec l'administration Trump. Et l'autre point, John, que tu as mentionné, je pense qu'avec le cas de l'Ukraine, c'est la manière dont l'administration Trump, ou Donald Trump lui-même, a totalement changé la nature des négociations par, tu sais, les deux personnes qui mènent ces discussions, Steve Witkoff et maintenant Jared Kushner. Ce ne sont pas des diplomates. Et nous savons que si les négociations avaient lieu entre, disons, le secrétaire d'État américain et, par exemple, Lavrov, nous savons qui est Lavrov et à quel point il est compétent dans ce type de négociation. Mais puisque l'administration Trump a décidé de placer ces deux personnes qui ne sont pas des diplomates en première ligne pour discuter avec les Russes ne peuvent pas envoyer Lavrov pour négocier avec eux, car ils ne sont pas du même rang. C'est pour cela qu'il est si difficile de parvenir à un quelconque accord. Et comme vous l'avez mentionné, nous tournons en rond. D'une manière ou d'une autre, nous revenons toujours au même point. Et les choses n'avancent tout simplement pas. Eh bien, il est très intéressant et important de souligner ce que vous venez de dire. Qu'en Iran, ils perçoivent de la confusion. Et dans ce genre de confusion, l'Iran ne peut pas accepter quoi que ce soit de ce que Trump dit d'un jour à l'autre, que Netanyahou lui tienne la main ou non. Et évidemment, l'Iran est de nouveau sous pression. Nous aurons peut-être le temps d'y revenir. Mais ce qu'il faut aussi comprendre du point de vue russe, c'est que Witkoff, Kushner et leur entourage sont préférés comme, disons, canaux vers Trump en tant que décideur, plutôt que Ratcliffe à la CIA, Colby Hegseth et le général Kane au Pentagone, ou Rubio et son équipe de planification politique au département d'État. Cette combinaison, parfois appelée l'État profond, fait passer des fuites par des personnes comme Seymour Hersh, le New York Times ou d'autres. Ce groupe continue de mener la guerre contre la Russie. La CIA continue d'aider à ses frappes de drones visant les mouvements de pétroliers russes en mer Noire et plus récemment en Méditerranée. Et ce groupe, Rubio, évidemment, est sur le plan rhétorique le plus hostile à toute forme d'accord avec la Russie sur les questions de garantie de sécurité mutuelle, de démilitarisation, et ainsi de suite. Ce groupe est étroitement aligné sur les plans du petit chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz, et du petit premier ministre d'Angleterre, Keir Starmer. En particulier, cet alignement factionnel relie le plan européen de poursuite de la guerre à la réflexion américaine sur la manière d'affaiblir la Russie à long terme, tandis que le camp américain organise ses capacités de combat en direction de la Chine en Extrême-Orient, de l'Iran au Moyen-Orient, et ainsi de suite. Ainsi, tu peux comprendre que du point de vue russe, il vaut mieux choisir le diable que l'on connaît. Quel diable ? Eh bien, le diable Witkoff prend de l'argent en échange de promesses. Peut-il tenir des promesses à long terme, d'ordre diplomatique ou militaire, comme tu l'as dit ? Non, il ne le peut pas. Alors, en Iran, tes interlocuteurs, et en Russie, les miens, disent qu'on ne peut faire confiance à rien de ce que font ou disent les Américains. Il faut pondérer leurs paroles par leurs actes.
Il faut donc jouer ton rôle d'opportuniste. Aller avec les financiers, suivre les appâts de l'argent, y aller parce que tu as chez toi des électorats qui y sont favorables. Tout allègement de la violence, toute pause dans l'escalade, est-ce une bonne chose? La politique est une affaire à court terme. Tout le monde veut éviter de donner l'impression de perdre cette guerre. Ceux qui veulent la poursuivre veulent continuer à gagner de l'argent. C'est une exagération malheureuse que d'autres podcasteurs ne cessent de répéter. Les Européens sont des nains. Les Européens sont fous. Les Européens ne savent pas ce qu'ils font. Trump, en revanche, est ouvert à un moment Erechnik. Ce genre d'exagération est regrettable et erroné. Nous devons donc comprendre qu'il y a un avantage à négocier avec Witkoff, car l'alternative, Radcliffe, Hegseth et Rubio, vous avons-nous perdu? Vous avons-nous perdu? Allô? Je suis de retour, John. Tu es tout. On t'a perdu pendant une minute. Oui, c'est une sorte de problème de connexion, John. D'accord. Où en étions-nous restés? Ce que je disais, en réponse à ton point sur la perception iranienne de la confusion, c'est que du point de vue russe, il vaut mieux négocier directement avec Witkoff, Kushner et Trump qu'avec des durs comme Rubio, Radcliffe, Colby, Hegseth et le général Kane. C'est pour cela qu'ils le font. C'est pour cela qu'il y a cette répétition du côté russe. Nous respecterons les accords conclus à Anchorage, en Alaska, en août dernier. Ils essayent de maintenir Trump, Witkoff, Kushner et compagnie à ces engagements. Ils comprennent parfaitement bien qu'en dessous de ces accords, Radcliffe à la CIA et tous les autres n'ont cessé d'intensifier la guerre partout où ils le peuvent. En mer, dans les zones profondes de raffinage du pétrole russe, sur les voies ferrées, partout. C'est ce que la Russie veut qualifier de terrorisme. C'est la guerre. Et il vaut mieux négocier avec Witkoff et Kushner qu'avec ces guerriers américains. Voilà la ligne. Voilà la position. John, comment comprends-tu les nouvelles attaques contre Odessa? Que se passe-t-il dans l'esprit des Russes? Penses-tu, comme tu l'as déjà mentionné, que cette guerre pourrait se poursuivre jusqu'à la fin de 2026, voire jusqu'en 2027? Et si c'est le cas, que va-t-il se passer à Odessa? Eh bien, la dernière série d'attaques suit plus ou moins le même schéma que depuis plusieurs mois. Elle vise à perturber la population civile, couper l'électricité, éteindre les lumières, couper l'Internet, couper le chauffage, afin de réduire la confiance des habitants d'Odessa dans la capacité du régime de Kiev à imposer sa volonté à Odessa, d'une part, et à décourager l'attrait que représente la Russie comme source de profit, attrait auquel les Odessites seront toujours sensibles. Ainsi, priver la ville de son approvisionnement électrique constitue une tactique stratégique poursuivant cet objectif politique. La deuxième cible est le port, les navires qui arrivent, les cargaisons qu'ils transportent, et la présence dans la région d'Odessa d'équipes de l'OTAN menant la guerre navale par drone en mer Noire, la guerre de drones contre la Crimée et le territoire russe, ainsi que la guerre navale à plus longue portée dont nous avons déjà parlé. L'attaque, par exemple, qui a eu lieu récemment au large de la côte sud-ouest de la Crète, fait partie de la stratégie de guerre navale centrée sur la région d'Odessa. Les attaques de ces derniers jours soulignent également cet objectif. Je ne considère pas cette nouvelle série d'attaques comme nouvelle dans son ciblage. Je ne les vois pas, en termes de puissance de feu ou de détonation, comme plus capables de modifier l'état d'esprit d'Odessa qu'elles ne l'ont été par le passé. Ce que nous constatons, c'est que le président Poutine impose désormais moins de restrictions politiques à l'état-major général dans le choix de ses cibles, dans ce que nous appelons
la campagne de guerre électrique. Moins de restrictions pour le général Gerasimov dans la poursuite de ses objectifs. Mais la politique, elle, reste inchangée. Et je ne vois pas, à court terme, de discussion sur la possibilité que la région d'Odessa redevienne russe. Non. Nous l'avons déjà dit, les habitants d'Odessa sont perçus et l'ont toujours été, dans les romans comiques depuis près d'un siècle, dans la pensée à long terme des Russes. Les Odessites se rangent toujours du côté de l'argent. Quand l'argent est à Kiev, ils s'y conforment. Quand l'argent est à Moscou, ils s'y conforment. Ils se plient dans les deux sens, dès qu'ils en ont la moindre occasion. Je ne vois pas de changement significatif à ce sujet. Je ne vois pas de changement notable dans la capacité de la Russie à contraindre les habitants d'Odessa à capituler. Soyons francs, n'exagérons pas ici. La capacité de la Russie à imposer une capitulation n'existe tout simplement pas. Il n'y a pas de moment Ereshnik, comme nous essayons de l'expliquer depuis le premier tir d'essai à Dnipropetrovsk. L'Ereshnik ne sera plus utilisé pour décapiter la direction ukrainienne à ce stade. Oui, l'arme a été déployée, mais elle ne sera pas utilisée à Odessa. Elle ne sera pas tirée depuis la Biélorussie. C'est un moyen de dissuasion, une incitation à parvenir à des accords. Mais dans la mesure où la soi-disant attaque contre l'Ukraine, la Dogia Brudi, les habitants de Valdai, entraînerait une riposte, eh bien cela reste à voir. Nous ne devrions pas nous attendre à ce que cette riposte soit autre chose qu'un échange symétrique, un œil pour œil. C'est la ligne du président Poutine depuis le début, et nous sommes encore loin de la fin. Alors, pour revenir en arrière, quel avenir pour Odessa? Quel avenir pour Nikolaïev? Quel avenir pour Kharkov? La réponse est qu'ils resteront ukrainiens, dans un état affaibli, très affaibli. Sur une période plus longue, ce que la Russie veut, c'est s'assurer qu'ils ne puissent pas être utilisés comme plateforme pour attaquer l'Ukraine, la Novorossia, les nouvelles régions russes, l'arrière-pays ou la mer. S'ils ne servent pas de plateforme pour cela, la confiance russe est qu'avec le temps, ils voteront selon leurs intérêts économiques. Ils se réaligneront avec la Russie. Mais si l'argent est à Kiev, c'est là qu'ils resteront. John, l'administration Trump arrive, tu sais, à sa première année au pouvoir aux États-Unis. Et le conflit en Ukraine, Donald Trump affirmait, avant d'arriver au pouvoir, qu'en 24 heures, il mettrait fin à cette guerre. Mais maintenant, il approche de sa première année et il est loin d'un règlement en Ukraine. Penses-tu que l'élan qu'il avait en arrivant au pouvoir aux États-Unis s'estompe, qu'il est en train de disparaître d'une certaine manière? Réponse courte, oui. Et tout le monde, surtout les personnes à la Maison-Blanche comme Miller et Wiles, lit les sondages. Trump aussi. Les sondages montrent un niveau de désapprobation inhabituellement élevé à l'égard de la performance de Trump en tant que président. Si vous lisez, comme je suis obligé de le faire sur rollcall.com, ses tweets quotidiens, son interminable auto-célébration, tout ce qu'on peut dire, c'est que tous ces efforts entrent par une oreille de l'électeur américain et ressortent par l'autre. Le niveau de désapprobation globale est très élevé et il ne s'améliore pas. Quand on est président, et je l'ai été il y a longtemps, on se demande que devons-nous faire pour faire évoluer l'opinion? Parce que nous approchons des élections de mi-mandat l'année prochaine. Nous y serons dans seulement quelques heures. We're in next year in a couple of hours' time. What do we do before we lose power? Que devons-nous faire avant de perdre le pouvoir? Que devons-nous faire pour ne pas le perdre? Le mandat dans son ensemble, le mandat exprimé pour Trump dans les États clés, le mandat exprimé par la soi-disant base MAGA, chacune de ces composantes de sa victoire d'il y a un an s'est dissoute, s'est fragmentée. Et la question que la Maison-Blanche doit constamment se poser est de savoir
comment maintenir ces éléments en action de manière positive. Eh bien, ils ne fonctionnent pas positivement. Non, ils ne le font pas. Par conséquent, des mesures désespérées sont employées. Nous avons constaté un relâchement de certaines de ces mesures désespérées utilisées pour tenter de réorienter l'opinion publique en faveur de ces politiques sur l'immigration, sur l'inflation, sur la solidité du dollar américain. Et cela continue encore et encore. The strength of the US dollar, it goes on and on and on. He's unconvincing to everybody. Il n'est convaincant pour personne. Ainsi, le mandat est affaibli. Un mandat affaibli entraîne des actions plus désespérées de la part de gens comme Stephen Miller, Susie Wiles, Howard Lutnick, le secrétaire au commerce, et Scott Bessent, le secrétaire au Trésor. Trump annoncera-t-il donc un nouveau changement en janvier? Se débarrassera-t-il par exemple de Hegseth? Remplacera-t-il Bessent au Trésor? Il doit rendre son message plus clair que son flot quotidien de tweets pour convaincre les électeurs des États clés et des prochaines batailles au Congrès qu'il est bien aux commandes, comme il ne cesse de le dire, et personne n'en est convaincu. Par conséquent, c'est un perdant. C'est le seul déclencheur de la psychopathologie de Trump. La peur d'être un perdant déclenche sa violence. The fear of being a loser triggers his violence.